C'est la pire des erreurs, celle-là. Non, on vend d'abord et ensuite on crée. Si tu fais t'auras jamais de flop. Ton temps, c'est la seule monnaie que tu pourras plus jamais récupérer. Quand on scale, à un moment donné, on commence à se brûler. D'ailleurs, je le vois chez tous mes clients. À un moment donné, c'est un peu trop. Tu dois être capable de dire non. Ça ouvre tellement d'autres oui, beaucoup plus intéressant que le oui que tu aurais pu dire sur le moment. Là, tu es en train de bosser comme une acharnée, mais t'as pas forcément les résultats. Et là, il s'est passé quelque chose de fascinant. Quand je travaille moins, je gagne plus d'argent. Il y a un bug dans la matrice. Il y a un bug. Quand tu as moins de temps à disposition, t'es obligé de faire les actions nécessaires. Chaque action t'amène un résultat direct, t'as plus le temps de procrastiner. J'ai fait x6 mon CA en 30 jours. Comment tu fais pour créer autant de contenu sans t'épuiser? On me la pose toujours cette question, on me dit mais Amandine, mais comment tu fais pour être sur toutes les plateformes? Faire tourner un business à côté en plus. Mon secret, je vous le dis. Imaginez laisser derrière vous une carrière toute tracée pour l'inconnu. Elle aurait pu plaider dans les plus grands cabinets d'avocats genevois, lauréate des prestigieuses bourses Rolex et Barbour. Avenir tout tracé. Elle a préféré bâtir un business plus lourd que tous les dossiers qu'on lui promettait. C'est le pari fou d'Amandine en 2019. Dans son petit appartement, elle ne lance pas juste Mixed Agency. Elle lance une révolution personnelle et professionnelle. Aujourd'hui, cette révolution porte ses fruits. Un business florissant, entièrement en ligne. Plus de 1500 entrepreneurs qui ont vu leurs revenus décoller grâce à ces méthodes, une communauté de 50 000 passionnés, des performances hors normes, 200 000 € signés en une seule journée. Son podcast est devenu le QG des meilleurs entrepreneurs et experts qui partagent leurs stratégies concrètes. Oussama Hamar, Caroline Mignot, Amandine Barthes, Tony Jazz et bien d'autres encore. Sa mission est claire. Démystifier le succès, donner les clés, pas la théorie, on ouvre le capot. On reverse engineer les moteurs qui impriment des millions. Mais dans cet épisode, c'est elle qui se livre. Amandine répond à vos questions, ses méthodes décortiquées, ses erreurs assumées, les vraies coulisses de Scale et Dolce Vita. Vous rêvez d'un business qui grandit avec vous et qui vous offre liberté et sérénité. Appuyez sur Play et prenez des notes. C'est du lourd. Aujourd'hui, on se retrouve pour un podcast un peu spécial. J'ai reçu littéralement des dizaines et des dizaines de messages de personnes qui me disaient « Amandine, ton podcast, il est incroyable, mais en fait, on a envie de t'entendre toi. Toi aussi, t'es une pépite. » Du coup, j'ai décidé de faire ça. Aujourd'hui, on est là avec Misha, qui est mon associé, qui a sélectionné vos questions, vraiment des pépites. On a reçu, je les ai pas encore vues, donc let's go. Pas trop stressé pour les questions qu'on va te poser? On va voir, ça dépend. Amandine, aujourd'hui, tu accompagnes les CEO à scaler et retrouver leur liberté. Tu as ton business qui est en train de cartonner, ton podcast qui explose carrément, et tu vis aujourd'hui entre Bali, Dubaï et la Suisse. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ton parcours? Yes, donc du coup, moi, je viens du droit. Donc, j'ai fait des études de droit. Je suis une ex-juriste à Genève. Et j'avais vraiment toute ma vie, toute ma carrière qui était tracée. Donc, j'avais même mon chef qui m'avait proposé à un moment donné de passer associé. Et d'un coup, j'ai vu ma vie tracée comme ça. Je me suis dit, le petit frisson en mode ma vie, elle va vraiment ressembler à ça. Et ce qui est intéressant ici, c'est que j'ai décidé de tout quitter. Pourquoi? Parce que dans le droit, j'ai pas trouvé cette liberté, ce sens. Pourtant, je pensais qu'en étant avocate, aider le droit de la femme, droit de l'enfant, c'est là où je voulais me spécialiser. J'ai pas retrouvé ce côté sens. Ça me paraissait un peu vide. Et donc, je me souviens très bien de sortir du travail et de me dire j'ai l'impression qu'on m'a aspiré mon âme. Donc du coup, j'ai décidé de tout quitter, de lancer mon business. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est le petit moment, on va tous lâcher une larmichette, mais la bonne nouvelle, c'est qu'après, il y aura que du fun. C'est que, en fait, j'ai appris à la dure que la vie était trop courte. Mon père est décédé il y a 4 ans, quand j'ai lancé justement mon business. Et ce qui s'est passé, c'est que lui, toute sa vie, il a attendu la retraite avec ma mère pour pouvoir partir en Italie, donc retrouver ses racines. Et il me disait tout le temps, je pourrais enfin mettre mes pieds dans le sable chaud. Et il attendait que ça. Avec ma mère, c'était vraiment leur projet de vie. Et donc, malheureusement, la retraite, il l'a jamais vécu. La vie en a décidé autrement. Et quand il s'est passé ce drame dans ma vie, ça a été le plus gros drame de ma vie, clairement. Quand il s'est passé ça, je me suis dit, ok, Amandine, la vie, elle est trop courte. Il faut que tu vives maintenant. C'est pas après, c'est pas plus tard, quand t'auras le temps. On est toujours, je trouve, et c'est mon combat aujourd'hui, on est toujours dans ce côté, aujourd'hui, je subis, parce que demain, il y a quelque chose de meilleur qui m'attend. Et c'est ce que j'ai voulu casser, et c'est pour ça que j'ai dit bye à Genève, à ma carrière, à mes proches aussi, parce que je voulais vivre maintenant. J'étais là quand tu as traversé tout ça. C'était vraiment quelque chose de très difficile, et je vois que c'était quelque chose qui était, malgré tout ça, encore assez ancré dans qui t'étais, le côté faut se sacrifier maintenant pour profiter plus tard. En faisant ton business, tu t'es vraiment rendu compte de ça. J'étais là aussi pour voir toutes ces étapes. Toutes les étapes. Exactement.
Et c'est quoi qui t'a vraiment fait ce déclic de cette transition de dire, OK, maintenant j'arrête de me sacrifier pour les autres, pour mon business, et je dois aussi profiter des moments dans la vie? Ouais, ce hustle mentality, la mentalité du travail acharné, je l'ai eu toute ma vie. C'est-à-dire qu'on m'a éduquée comme ça. Déjà, la Suisse, c'est très carriériste. Si t'as pas fait d'études, c'est pas ouf. On te regarde un peu bizarre. Puis même, j'étais avec une famille qui avait envie que je fasse l'université, qui avait envie que je réussisse, qui avait envie que moi, je puisse sortir un peu de ce mode, justement, survie, comme ont vécu mes parents. Et donc, j'ai toujours été en mode, OK, travaille aujourd'hui, t'inquiète, tu te sacrifies toute ta vie, ta vingtaine, tu sacrifies tout pour ensuite plus tard, avoir ce côté un peu meilleur. Le premier déclic, ça a été mon père, clairement. Le drame, vraiment. Ça où je me suis dit, non mais attends. Toute sa vie, parce que moi, depuis enfant, il me parlait de ce rêve. T'inquiète, on partira en Italie. Enfin, ce rêve, je l'ai vécu avec lui toute mon enfance, toute mon adolescence, etc. Puis moi, j'espérais à chaque fois qu'on parte ensemble en Italie. C'est bon, l'année prochaine, on part. Il me disait chaque année, on partait pas. Donc cette attente comme ça de me dire, un jour, ça a été le premier déclic. Et le deuxième, ça a été dans mon business. Parce que, contrairement, j'ai trouvé au droit, tu sais, quand tu fais des études, c'était long, c'était des années d'études et c'était tortureux. T'étais là, tu m'as vu me tordre de douleur. Mais à un moment donné, tu vois, ça s'arrête. C'est-à-dire que tu fais la première année, tu sais qu'elle est éliminatoire, mais tu la passes, puis t'as la deuxième, t'as ton bachelor, ton master, etc. Et là, ce qui se passe dans le business, c'est que tu retrouves pas ça. C'est-à-dire que c'est la to-do, elle est infinie. Et on y va, et on y va. Et en fait, t'es dans ce cycle sans fin. Si toi, tu mets pas le haut là, tu te continues à te sacrifier. Donc, au départ, j'ai été dans ce hustle aussi, jusqu'à un moment donné, c'est pour ça que j'ai lancé mon concept Scale and Dolce Vita, parce qu'en fait, je me suis rendu compte que j'avais les deux. J'avais le côté suisse qui est très en mode hustle, donc travail acharné, et le côté italien, parce que tous mes étés, je les ai passés en Italie, auprès de ma famille, et donc j'ai vu une autre mentalité, une autre manière de vivre. Et eux, ils vivent pour leur qualité de vie. Par exemple, tous les étés, c'est on va al mare. C'est 16 heures. Qu'est-ce que tu fais? On ferme boutique ici, bien, on va à la mer. En Suisse, il n'y a pas ça, tu vois. Donc, en gros, j'ai grandi avec les deux. Et donc, à un moment donné dans mon business, quand je me suis pas mal épuisée quand même, il y a ce déclic qui est revenu où je me suis dit, mais en fait, là, t'es en train de bosser comme une acharnée, mais t'as pas forcément les résultats. Et donc, à ce moment-là, j'ai été obligée de ralentir à un moment donné dans ma carrière parce que je dirais pas que j'étais en burn-out, mais j'étais pas mal en épuisement. Et là, il s'est passé quelque chose de fascinant, vraiment, qui a changé ma vie et la trajectoire de ma vie, et celle de mes clients aussi, parce que du coup, maintenant, on sait ce qu'on voit. En fait, je me suis rendu compte que travailler moins, eh bien, c'était corrélé à gagner plus d'argent. Et là, à ce moment-là, donc quand j'ai dû ralentir la cadence, à la place de bosser 10 heures par jour, je bossais peut-être 2-3 heures par jour, eh bien, c'est là où mon chiffre d'affaires a explosé. Et sur le moment, j'ai pas compris ce phénomène. J'ai dit, non mais attends, attendez, mettez pause les gars, qu'est-ce qui se passe? Quand je travaille moins, je gagne plus d'argent? C'est quoi ce délire? On m'a menti, là. Il se passe un truc. Il y a un bug dans la matrice. Il y a un bug. Pourquoi on m'avait pas dit ça avant? Et en fait, sur le moment, ça m'a fascinée. Donc, j'ai fait des recherches pendant toutes ces années pour analyser le phénomène. Et en fait, il est hyper clair et hyper simple. C'est que quand tu as moins de temps à disposition, tu es obligé de faire les actions nécessaires. Donc, tu es obligé que chaque action t'amène un résultat direct. Tu n'as plus le temps de procrastiner. Tu n'as plus le temps de refaire 50 fois ta bio Instagram, 50 fois ton design, ton carousel ou ton site web parce que tu n'as plus de temps suffisamment à dispo. Et là, moi, ça a explosé mon chiffre d'affaires et il y a tout qui s'est débloqué à ce moment-là. Ouais, et puis c'est pas une légende urbaine. Tu m'as emmené en Italie, j'ai vu de mes propres yeux, on croirait que c'est un cliché, mais la mare, comme on dit, ouais, c'est sur les Italie, panneaux. c'est vraiment dans la culture, quoi. Genre, trop cool. Alors, aujourd'hui, j'ai des questions que vous avez posées à Amandine, donc je vais en lire quelques-unes. Aujourd'hui, comme tu l'as dit, tu es CEO de Mixed Agency, tu gères des dizaines de personnes, tu as des centaines de clients. Comment on fait pour s'organiser quand on a 1000 idées et 1000 projets sur le feu? On adore cette question. Alors, du coup, ce qu'il faut faire, premièrement, c'est focus par focus. C'est super important de savoir, OK, il y a 1 milliard de trucs qui va se passer. D'ailleurs, plus tu réussis, plus tu as d'opportunités qui viennent à toi. Et ça, c'est un vrai sujet. À un moment donné, d'ailleurs, toutes les personnes que j'ai reçues ici dans mon podcast, elles me disent à un moment donné, tu dois être capable de dire non, de fermer la porte à des opportunités qui pourtant, elles portent bien leur nom, ont l'air d'être un peu, le gisement d'or, il est par là-bas, mais en fait, tu dois dire non. Donc, en gros, moi, ce que je fais quand j'ai plein d'idées, parce que tous les jours, c'est ça, je vais réfléchir en termes de focus. OK. C'est quoi ma vision cette année? Donc moi, je travaille année par année. Donc chaque début d'année, avec mon équipe, on prend un calendrier là, où je le mets là sur l'année, et on va mettre tous nos plans marketing, les workshops quand ils ont lieu, etc. Quand on ouvre les portes, fermeture des portes par exemple pour la vente, on va vraiment tout marquer sur un an. Et là, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on a une vision sur un an. Cette vision, tout doit la nourrir. C'est-à-dire que mon podcast nourrit cette vision. Les rencontres que je fais nourrissent cette vision. Les clients que j'ai, les offres, etc. Et si d'un coup j'ai une opportunité qui est un peu à côté,
eh bien, je vais devoir dire non, ou je vais devoir mettre en tout cas un frein en disant, ah bah, c'est une super idée, mais peut-être l'année prochaine. Donc, c'est vraiment focus par focus. Bon, moi, je viens du droit, hein, je suis très cadrée. Je suis persuadée que si tu fais tout en même temps, en fait, tu fais rien. Tandis que quand t'es focus, ok, bah, je lance la première offre. Et j'aime bien les assiettes dans les cirques. T'as ta première assiette qui tourne, toi tu peux la lâcher, elle continue de tourner, tu fais plein de cash, de temps en temps tu remets un petit peu d'énergie dessus, mais tu la lâches et après tu peux lancer ton deuxième projet. Ton deuxième projet c'est pareil, tu remets le même système scalable, c'est vraiment ça la clé. T'as tes 2 projets qui tournent, tu fais plein de cash, t'aides plein de personnes. De temps en temps, tu mets un petit peu d'énergie sur la première, un petit peu d'énergie sur la deuxième. Tu peux lâcher, c'est là où je dis un système qui tourne presque sans toi. Dire sans toi, c'est un mensonge, selon moi, parce que de temps en temps, faut remettre un petit peu d'énergie. Mais en tout cas, c'est un système qui n'a plus besoin de toi, presque, pour tourner. Puis après, t'as ton troisième focus, ton troisième projet, etc., etc. Donc moi, c'est vraiment comme ça que je fonctionne. Et c'est ce qui marche le mieux vraiment pour avoir des résultats. Sinon, on fait tout à l'arrache, il n'y a rien qui marche. Assiette par assiette, quoi. Exactement, focus par focus. Et toi qui adore le business et qui s'est vraiment en plus révélé dans l'entrepreneuriat, que tu as vraiment eu cette... tu t'es rendu compte à quel point tu aimais la vente, tu aimais faire du business, tu aimais gagner de l'argent, tu aimais aider les gens à gagner de l'argent, peut-être beaucoup de clients à gagner beaucoup d'argent aussi. On adore. Comment tu fais pour dire non vraiment à une opportunité? Parce que des fois, tout a l'air d'être une bonne idée, tu vois, mais il y a beaucoup de gens, je sais, qui tombent un peu dans le syndrome de l'objet brillant en se disant... Ça, c'est une opportunité que je peux pas rater. Comment tu fais pour plus avoir le doute de me dire là, je suis sur la bonne voie et peut-être ce serait à côté, tu vois? Ouais, c'est une super question. En gros, comme je te disais, donc j'ai ma vision et elle est essentielle, cette vision, parce que du coup, je dis oui à tout ce qui va vers cette vision. Par exemple, l'autre fois, je discutais avec Caroline Mignot, on l'embrasse fort si elle nous écoute. Elle me disait, voilà, moi, je prends un réseau social par année et j'y vais en mode bulldozer. Tu vois, et après, c'est Insta, puis après, c'est YouTube. Et en fait, elle a un focus et tout son focus va dans la direction de ce réseau social. Et donc, pour moi, c'est exactement la même chose. C'est est-ce que tu remplis cette vision et est-ce que tu es rentable? Parce qu'évidemment, comme tu l'as dit, et c'est assez drôle parce que moi, tu m'as vu aussi dans l'entrepreneuriat depuis le début. Au début, je détestais la vente. J'étais mal à l'aise, j'avais l'impression, le marketing, c'était dur, etc. Et en fait, je me suis révélée. Maintenant, moi, ma plus-value, c'est de faire plein de cash. Et il est là le truc, c'est que j'aime faire de l'argent, mais j'aime toujours créer l'équilibre entre je fais plein d'argent, oui, mais j'impacte et j'aide tellement de personnes à faire pareil, tu vois, et j'aime cet effet ricochet. C'est pour ça que j'adore ce que je fais aujourd'hui. J'ai vraiment trouvé ma voie sur aider les gens à faire plein de cash pour que eux aussi, ils impactent plein d'autres personnes à leur tour. Donc, c'est toujours difficile de dire non à une opportunité. Clairement, on a envie de dire oui à tout. Mais à un moment donné, faut pas t'épuiser. C'est ça qui est important. Parce que quand on scale, il y a un moment donné où on commence à se brûler. D'ailleurs, je le vois chez tous mes clients. À un moment donné, c'est un peu trop. Et donc, être capable de dire non, c'est une des choses les plus dures. Pourtant, dire non, ça ouvre tellement d'autres oui. Et des oui qui étaient beaucoup plus intéressants que le oui que tu aurais pu dire sur le moment. C'est pas mal ça. Dire non ouvre beaucoup d'autres oui. J'aime bien la formule où on dit qu'est-ce qui apporte de la traction à ton business et l'inverse, c'est de la distraction. Exactement, c'est ça. Exactement. Pour moi, le syndrome de l'objet brillant, c'est que de la distraction. C'est-à-dire que tu vas faire un peu de ça, un peu de ça, un peu de ça, un peu de ça, puis en fait, tu feras rien. Et tu n'auras pas de clients, tu vas t'épuiser, tu vas galérer, tu vas déprimer, tu vas être découragé, et ça, c'est lourd. Ouais, sur le moment, ça semble être une bonne idée, mais si on accumule ça sur des années, en fait, tu passes d'un petit truc, je sais bien l'image des trous, où en fait, tu creuses ton trou, et d'un coup, tu vois un autre gisement d'or, et tu vas creuser un autre trou, et tu auras des dizaines de trous de 1 mètre de profondeur, tandis que si tu restes sur le même truc, après, tu as un trou de 10 mètres. Voilà, et c'est comme ça que tu deviens, je pense, différenciant, que tu es vraiment un expert dans ton domaine, et c'est comme ça que tu vas beaucoup plus loin. Et c'est aussi beaucoup plus difficile pour les autres de te rattraper que si tu as juste un petit peu de connaissances sur énormément de trucs. Et du coup, par rapport à ce truc de distraction, justement, comment tu fais pour créer autant de contenu sans t'épuiser? On me la pose toujours cette question, on me dit mais Amandine, mais comment tu fais pour être sur toutes les plateformes? Et moi, j'arrive même pas à poster des stories sur Insta, qu'est-ce qui se passe? Faire tourner un business à côté en plus. Ouais, carrément. Donc du coup, mon secret, je vous le dis, 2 choses. La première, c'est que je documente tout ce qui se passe dans ma vie. Par exemple, j'appelle ça les banques de contenu. Maintenant, en plus, on a de la chance, on a l'IA qui est incroyable, qui va justement nous aider à faire ce process qu'avant, je devais prendre mes petits doigts et taper. Mais en gros, c'est dès qu'il se passe quelque chose, on appelle ça un trigger. Il va se passer une pensée. Un client, il t'a dit un truc, ça t'a dérangé. Ou au contraire, ça t'a donné une idée. Il s'est passé un truc. Par exemple, là, pendant notre conversation, il y a des choses que j'ai envie de noter. Donc, ce que je vais faire, c'est que j'ai installé un petit outil incroyable qui s'appelle Voice Note, qui est sur ici ma montre. Et donc, dès qu'il se passe cette chose, faut le choper dans le trigger. C'est important parce que sinon on oublie, on sait plus. Et dans le trigger, il y a encore l'émotion. Et ce qu'on veut sur les réseaux, c'est générer de l'émotion auprès des gens. Donc, paf, je vais cliquer dessus. Paf, je vais record. Il va record ce que je suis en train de dire. Ensuite, je vais mettre play, il va l'envoyer dans Airtable, donc j'ai fait mon tableau Airtable, il va retranscrire tout ce que je lui ai dit, parfois ça dure longtemps, il va retranscrire tout ce que je lui ai dit et ensuite, paf, c'est prêt pour être envoyé en contenu.
Donc ça, c'est la première chose. C'est documenter tout ce que tu fais. Deuxièmement, ça va être la stratégie des contenus piliers. Donc ça, je la tire de Gary Vee, un de mes mentors, où c'est très simple. À la place d'avoir 1 milliard de contenus, on sait pas, on sait plus où on en est. Ce qu'il faut ici, c'est réduire la charge mentale, réduire le travail qu'il y a derrière. Donc ce qu'il faut faire, c'est sélectionner quel va être ton contenu pilier. Un peu comme fait justement Caroline Mignot. Donc est-ce que ton contenu pilier, ça va être LinkedIn? Est-ce que ça va être YouTube? Est-ce que ça va être Insta? Quel est le réseau social que tu veux développer? Ok, donc disons par exemple que c'est LinkedIn. Donc ton contenu pilier, ça va être celui-là. Donc par exemple, moi, quand je crée ma petite histoire, ça va partir en post LinkedIn. D'accord? Donc je vais bien travailler ce post. Je sais que c'est le post le plus important. Et je vais reprendre ce post. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais l'adapter évidemment à toutes les plateformes. Donc de ce post-là, je vais peut-être prendre une citation, je vais le lancer en story. Je vais prendre un carousel, paf, et ça, je fais tout avec, principalement avec l'IA, mais qui vient de moi. Tu vois, c'est ça la différence. Si on travaille que avec l'IA, on a un truc bateau. Parce que quand on travaille le trigger, parce que ça vient de toi, de ton histoire, et que du coup, tu captures à ce moment-là ton émotion et ce qui s'est passé, et ensuite, l'IA est capable, alors évidemment, hein, il faut utiliser des bons prompts, il faut lui dire de pas changer ce que tu as dit, sinon il en fait qu'à sa sauce, mais en gros, tu vas pouvoir faire de ce post LinkedIn des emails, des carousels, des reels, un TikTok, etc., etc. Et en fait, c'est ça la stratégie des contenus piliers, c'est te faciliter la vie sur ton contenu pilier, lui, c'est le contenu principal, et tout le reste, tu vas l'envoyer sur les plateformes, adapté aux plateformes. C'est trop bien ce que tu dis, ça me fait penser à Vin Yang, justement, qui est expert en public speaking et tout ça, et quelqu'un lui posait la question une fois, comment devenir un meilleur storyteller? Et il disait que pour devenir un meilleur storyteller, il faut être meilleur à récolter les histoires. Et pour ça, c'est de créer justement un story bank, un peu comme tu disais justement, un content bank. Je l'ai pris de lui. Bah, voilà. Et vraiment l'idée de capturer ces trucs au moment où ça arrive, parce que sinon, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont là, bon, alors aujourd'hui, c'est l'heure de créer du contenu. Et tu te mets devant ton ordi et tu es là, bon, page blanche, il n'y a rien. Tandis que si d'un coup, tu peux ouvrir ton ordi et puis tu as déjà tous tes trucs, toutes tes idées qui sont là, et en plus, tu peux justement les retravailler pour avoir du contenu LinkedIn ou avoir différents posts, ça donne quelque chose de beaucoup plus personnel. Et au moment où c'est arrivé, les révélations ou les prises de conscience, les plateaux, etc. Et puis la charge mentale. Moi, je me souviens, mes meilleures idées, elles viennent sous la douche. Donc avant, j'étais là, attends, je me répétais. Ou tu sais, juste avant de t'endormir, j'étais là, attends, tu l'oublies pas cette phrase, elle est trop bien. Et là, maintenant, sous la douche, j'ai ma montre, paf, je lui laisse le petit mémo vocal, ou même le soir avant de me coucher, j'ai mon petit mémo, et paf, je sais que ça va retranscrire exactement avec les mots, comme je l'ai dit, et ça va l'envoyer justement en production de contenu. Et ce qui est vachement bien avec ça aussi, l'idée de documenter, c'est que tu peux aussi voir les changements de mindset, les révélations que tu as eues avant et les révélations que tu as, je sais pas, quelques mois après, quelques semaines après. Et tu peux vraiment créer en disant, bah, à ce moment-là, je pensais ça, et maintenant, je pense ça. Donc, même pour soi, pour voir la progression, l'évolution, c'est génial comme stratégie. Et aujourd'hui, c'est quoi la plus grosse erreur que tu vois chez les entrepreneurs? Ah, je suis contente que tu me poses cette question. Elle vient de vous, c'est les... Parce que j'en parlais il y a quelques jours avec des entrepreneurs pourtant méga avancés qui m'ont dit, tiens, après, ils m'ont dit, ouais, donc ce que je vais faire, c'est qu'on veut lancer une formation. Donc ce que je vais faire, c'est que là, je vais la créer et ensuite, je vais la vendre. Non, mais que nenni. C'est la pire des erreurs, celle-là. Non, on vend d'abord et ensuite, on crée. Pourquoi? Parce que si tu passes, parce qu'une formation, un coaching, un accompagnement, qu'importe, hein, c'est long à créer. Tu vas brainstormer, tu vas travailler là-dessus, tu vas créer les modules par écrit, puis après tu vas les tourner, tu vas faire les exercices. Enfin, il y a au moins, je dirais, 3 mois de travail si tu te la joues un petit peu à la cool. Et en fait, tout ça, moi j'appelle ça une opportunité. Les 3 mois que tu as passé là, tu aurais pu faire autre chose. Tu aurais pu vendre, tu aurais pu écrire un bouquin, tu aurais pu, tu vois, quelle est l'opportunité la plus importante? Où est-ce que tu dois mettre ton temps et ton énergie? Parce que ton temps, c'est la seule monnaie, j'aime bien l'appeler comme ça, une monnaie que tu pourras plus jamais récupérer. Donc attention, où est-ce que tu mets ton temps et ton attention d'ailleurs. Donc là, si tu passes 3 mois à créer une formation et qu'ensuite tu la lances et qu'en fait ça fait un flop, donc dans 99% des cas, bah en fait, t'as fait un flop, t'as pas de thune, t'es découragé et tu te dis ça marche pas. Et ça, attention à l'incompétence apprise, j'en parle très souvent. Donc ce qu'il faut faire, c'est l'inverse. Il faut d'abord on vend des sortes de pré-vente, early bird, tu l'appelles comme tu veux, et ensuite on crée sa formation. Quand il y a le marché qui a sorti sa carte de crédit, on appelle ça la recherche du product market fit. C'est vraiment quand tu vas tester l'angle, parce qu'il faut tester l'angle sur les réseaux sociaux, en pub, qu'importe un petit peu la stratégie que tu veux utiliser. Et ensuite, dès qu'il y a des gens qui sortent leur carte de crédit, ça veut dire que ton angle est validé. Donc est-ce que tu as eu une vente, est-ce que tu as eu 40 ventes? Là, tu vois, une vente, on est peut-être un poil, mais on y arrive, tandis que si d'un coup, tu as eu 10-15 ventes, ok, là, on sait qu'on touche le product market fit. Donc évidemment, le marché évolue, etc. Donc on est toujours dans la recherche de ce product market fit, mais en soi, si tu fais ça, tu n'auras jamais de flop.
Parce qu'en fait, les gens t'ont d'abord payé, tu génères 10K plus, et ensuite, tu la crées. Je crois que le dernier bouquin que je lisais de Noah Kagan, la $1 Million Weekend, il parle d'un exemple comme ça, qui peut être encore plus coûteux, parce que si tu as le projet de lancer une app ou un truc comme ça, il dit, imagine, tu veux aider les gens, tu dis, bah tiens, je vais faire une app pour les gens qui promenaient leurs chiens, et en fait, tu dis, bah tiens, je crée mon app pour que les gens puissent trouver quelqu'un pour promener leurs chiens et tout. Et t'es là, bah, dans mon quartier, c'est pas trop un problème, au contraire, les gens, ils aiment bien marcher leurs chiens, ça les fait sortir un peu, bah t'as développé une app pour rien. Tandis que si tu te dis, bah, je commence par essayer de trouver 3 clients qui veulent ça, et les gens se disent, ah, j'ai pas trop besoin de ça, par contre, est-ce que tu es dispo dans 1 mois et demi parce que je pars en vacances et j'ai besoin de quelqu'un pour garder mon chien à la maison. Il y a un problème beaucoup plus douloureux. Exactement. Et t'es là, peut-être que tu devrais développer un truc qui, quand les gens partent en vacances, on peut faire une garde de leurs animaux de compagnie, etc. Tu vois. Et tu peux facilement être à côté, même si tu penses que c'est une bonne idée. Donc, dans tous les domaines. On est toujours un peu à côté. Franchement, on est toujours... C'est pour ça qu'il faut pas rester dans la théorie. La théorie, pour moi, c'est la pire des choses parce qu'en fait, on est là, on réfléchit, oui, alors qu'est-ce que veut le marché? Mais en fait, tu peux pas savoir tant que tu l'as pas testé. Ouais, complètement. Bah, justement, comment tu gères ces moments de doute ou les moments où tu dis bah, est-ce que j'ai pas assez de fait de recherche ou est-ce que je dois me lancer, etc. Comment tu gères ça, toi? Alors, les moments de doute, faut savoir que c'est la partie la plus inconfortable quand tu es entrepreneur, clairement. Moi, j'appelle ça la branlette mentale. C'est-à-dire que quand tu as des moments de doute, c'est parce que tu es dans l'inaction. C'est très simple. Quand tu es dans l'action, tu plus de doute. Parce que tu es dans l'action, tu es là, tu es en train de marcher, tu es en train de passer à l'action, tu plus de doute. C'est quand tu t'arrêtes que d'un coup... Ah, mais en fait, et si je faisais ça? Et si le marché était pas content avec ça? Et si en fait ça marchait pas? Et si en fait mes voisins, ils allaient me critiquer? Et si en fait ma mère, elle allait voir mes posts? Etc., etc. Donc en fait, pour moi, les doutes, c'est vraiment quand t'es dans l'inaction. Donc évidemment, il y a des moments dans ton business. Moi, franchement, toutes les fois où je me suis repositionnée, où j'ai retravaillé une offre, et tous mes clients d'ailleurs passent par là, cette phase-là de on se calme, on s'arrête et justement on brainstorm, elle doit durer maximum 2 semaines. Donc ça veut dire 2 coachings. Pourquoi? Parce qu'après, ça commence à être beaucoup trop inconfortable. Je vois que ce soit moi ou que ce soit mes clients, tous, on est à un moment donné, ça commence à être physique tellement que c'est inconfortable. Parce qu'il n'y a rien de pire que les doutes. D'ailleurs, pour moi, les doutes, c'est le poison de l'entrepreneur. C'est le poison du passage à l'action. Parce que c'est vraiment passage à l'action est égal à problème. Parce que quand tu passes à l'action, il y a toujours des problèmes, on adore. Et après, c'est comme ça que tu trouves des solutions. Tandis que si tu restes dans la théorie, dans ta tête, justement, en train de faire cette branlette mentale, bah, le problème, c'est qu'en fait, tu ne peux pas savoir. Tu ne peux pas trouver ce product market fit. Tu peux pas savoir, ah bah tiens, j'étais juste un poil à côté. Et donc, la clé, c'est, on brainstorm, oui, 2 semaines maximum, et ensuite, on passe à l'action. Donc, passer à l'action, ça veut dire créer du contenu, ça veut dire lancer ton offre, justement, commencer à vendre, faire les appels, regarder les candidatures, parce que je travaille uniquement avec les candidatures, je trouve que c'est la meilleure des stratégies aujourd'hui. Ah tiens, les candidatures, ah ouais, cool, j'en ai 10, trop bien. Donc, ça veut dire que je suis en train de trouver le product market fit, et on analyse. Et en fait, c'est ça, c'est faire. Donc, réfléchir 2 semaines max. Ensuite, passer à l'action. Donc, lancer tes candidatures, par exemple. Et qu'importe, que tu sois méga avancé ou que tu débutes, ceux qui nous écoutent, c'est vraiment qu'importe. Moi, j'utilise des candidatures encore aujourd'hui pour mon programme. Pourquoi? Parce que les candidatures, ça veut dire que c'est eux qui viennent à toi. C'est eux qui ont envie de travailler avec toi. C'est pas toi qui vas prospecter. On a horreur de la prospection chez nous. Et donc, c'est une autre synergie. C'est-à-dire que quand tu vas en appel, c'est un appel de présélection. C'est-à-dire que toi, moi, donc, je vais voir si la personne, j'ai envie de travailler avec elle. Et elle, évidemment, elle regarde si elle aussi, elle a envie de travailler avec moi. Mais en fait, c'est un match de, on regarde si on a envie de bosser ensemble, un peu, tu vois, comme quand tu rencontres quelqu'un, est-ce que j'ai envie d'aller boire un café avec ou pas? Là, c'est exactement la même chose. Et donc, cette stratégie, pour moi, c'est la meilleure aujourd'hui. Candidature, et là, tu analyses. Ça va être que de l'analyse ajustement. On ajuste, on analyse, on teste, on ajuste. Ah cool, j'ai découvert que dans les candidatures, il y avait ce mot-là. C'est quoi, j'y avais pas pensé. Je vais commencer à l'utiliser dans ma communication, je vais le mettre dans mon offre. Donc ça, les candidatures, c'est le marché. Ça vaut de l'or. Vraiment, ça vaut des millions d'euros, littéralement, ces mots-là de ton marché, parce que c'est ça qu'il va falloir réinjecter dans ta communication. Ouais, et puis j'ai l'impression dans ce que tu dis, quand tu peux pas passer à l'action, quand tu dis je suis peut-être pas encore prêt ou mon offre, je suis pas sûr exactement. Quand tu as encore des doutes, c'est en général que tu n'as pas assez de data, tu n'as pas assez de données. Comme tu dis, au bout d'un moment, ça fait 2 semaines. Moi, j'aime bien les images mentales, donc je me dis, ça fait 2 semaines que tu cherches une solution chez toi et tu tournes en rond et tu as retourné tous les coussins du canapé et toutes les pierres, il n'y a toujours pas de solution. Ça fait 2 semaines que tu cherches tes clés, tu deviens fou, quoi. Ouais, complètement. Donc il y a un moment, sors dehors, va voir, va demander à quelqu'un, est-ce que je les ai pas laissés ailleurs, ou etc., quoi. Ouais, c'est ça. Donc il y a vraiment le côté, quand tu es dans le doute, il y a un moment, genre, si tu n'as plus la réponse au bout de 2 semaines, genre, tu sais, tu as retourné toutes les pièces dans ton cerveau, il n'y a rien d'autre, tu vois. Donc va à l'extérieur, va demander aux gens, essaye de contacter peut-être des potentiels clients, leur poser la question et de confronter ton idée à la réalité. Mais je pense qu'il y a beaucoup de ça aussi. Je sais pas ce que tu en penses. Il y a ce côté, il y a beaucoup de gens qui aiment bien ce côté un peu, on est dans les idées, on brainstorm, tout ça. C'est facile. Mais il y a un moment où il faut se faire violence et il faut aller confronter son idée à la réalité. Et on sait, je pense, au fond, que pas toutes les idées passent le test de la réalité. Et quand tu vas les confronter, il y a des gens qui vont dire, c'est
c'est pas trop une bonne idée ou je suis pas sûr, etc. Tu vois, mais y aller, je pense, avec Mais la au moins, curiosité. t'avances. Au moins, tu as les réponses, exactement. Ouais, parce que sinon, tu restes justement dans ton cerveau à faire de la théorie pendant des années comme ça à réfléchir. Est-ce que je C'est ferais pas pire. plus ça? Ouais, exactement. Enfin, moi, je trouve que c'est les moments les plus inconfortables vraiment que j'ai vécu, c'est ceux où j'étais à l'arrêt en train de brainstormer. Donc, mets-toi en mouvement, teste et ajuste. Moi, j'aime vraiment ça. On teste, on ajuste, on teste, on ajuste. Pour moi, c'est la clé. Et du coup, comment on prend des décisions rapidement quand tout est flou et qu'on a des doutes, justement? Ah, mais les questions, elles sont incroyables, on adore. Du coup, moi qui suis très en mode, j'aime quand c'est excellent. Chez moi, on vise l'excellence. Toutes les personnes qui bossent avec moi visent l'excellence, mes clients, tout. Donc ici, au début, ça a été dur de prendre des décisions rapides parce qu'à chaque fois, j'étais justement en train de réfléchir, en train de théoriser tout ça, en train de me dire, mais est-ce que je dois faire ci, est-ce que je dois faire ça? Donc maintenant, j'ai une clé qui a tout changé dans mon business, mais qui a explosé mon chiffre d'affaires, qui a explosé le nombre de clients que j'ai eu, mon podcast, tout, vraiment qui a tout changé, c'est d'accepter que j'ai pas 100% de la réponse. Parce que si j'avais 100% des éléments, tu sais, t'as déjà senti ça. Quand t'as 100% des éléments, c'est hyper facile de prendre une décision. Parce que quand t'arrives pas à prendre une décision, c'est parce que t'as pas. Il te manque des cartes, en fait. T'as des informations qui sont manquantes. Mais à un moment donné, ces cartes, t'as beau retourner les coussins, comme tu l'as dit, il n'y a pas sous les coussins. Donc en fait, il faut accepter que à l'instant T, j'ai pas 100% des informations. Donc quand je vois que j'ai à peu près 50% des infos, donc je le sens, hein, tu le sens que tu es un peu plus qu'à la moitié, je prends la décision. C'est soit oui, soit non. Et je passe à l'action drastiquement. Je vais beaucoup plus vite et je fais du testing, comme je le disais tout à l'heure. C'est vraiment, je teste, j'optimise, je teste, j'optimise. Et donc vraiment ça, si je peux vraiment donner un conseil qui a tout changé, c'est celui-là. C'est être capable de se dire, ok, bah là, j'ai pas 100% des infos. Si tu poses tes petites cartes, tes bouts d'informations, j'ai pas 100% des infos, c'est pas grave, j'y vais quand même. J'ai déjà la moitié des infos. Je peux plus ou moins savoir si oui ou non je suis dans la bonne direction. Go, on y va. J'ai vu quelqu'un qui faisait une analyse de Iron Man. Le moment où il est en train de construire son premier suit de Iron Man, et il l'essaie dans son garage et il se prend un peu les voitures, les machins, et la première fois qu'il peut le mettre, il se dit, on va faire un test flight. Et son Jarvis, il lui dit, mais non, c'est pas prêt, les calculs sont pas prêts. Voilà. Et il part quand même. Et au lieu de se dire, j'y vais tranquille, il fonce et d'un coup, il monte dans l'atmosphère et il a la combinaison qui se gèle. Oui, je me souviens très bien. Exactement. Ouais. Et du coup, il retombe, il chute, il arrive à se récupérer et tout machin. On dirait moi. Exact, parce qu'en fait, il passe à l'action avant d'avoir toutes les informations. Et plus tard, dans le film, quand il se bat contre le grand méchant, oui, il monte, machin, et lui, il a déjà vécu ça. Ouais. Et il lui dit, comment tu as réglé le problème de congélation? Et il dit, quel problème? Parce que lui, il était pas dans ce côté-là, justement, de tester. Et d'un coup, lui, il se frise et puis il peut le battre grâce à ça, tu vois. D'ailleurs, il y a ce côté de vraiment pousser le truc, même des fois plus loin que ce soit safe. Ouais. Pour lui, c'est l'extrême, mais dans l'entrepreneuriat, c'est pas vraiment des gros risques. Mais vraiment, tu as ce passage à l'action, t'apportes de l'information. Et d'ailleurs, il faut faire attention aux conseils qu'on reçoit. Parce que là, comme tu viens de dire, pourtant, Jarvis, c'est son conseiller qui est important. Et tu Smart, vois Smart, exactement. Et il lui dit, fais-le pas. Et parce qu'il l'a fait, ça a tout changé dans son histoire, dans sa victoire, etc. Donc, il est là le truc. Attention de ne pas prendre des conseils de gens qui ne sont pas là où tu as envie d'être. C'est essentiel. Il y a toujours des gens autour de toi qui te disent « Oui, mais tu sais, tu devrais faire attention. Non, tu devrais pas quitter ci, tu devrais pas faire ça. Oh, mais non, surtout, scale pas trop. Ça va être... tu vas avoir trop de charge mentale. » Écoute-toi. Toi, au fond de toi, tu sais la bonne direction. Go. Moi, si j'avais écouté les gens, et pourtant c'est des gens, c'est mes proches, si je les avais écoutés, je serais encore à Genève dans mon tailleur trop serré, à étouffer dans mon job qui était pas du tout aligné à moi. Et tu vois, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, ces mêmes personnes, elles me disent, mais t'as trop bien fait de tout quitter, tu vois. Et il est là le truc, c'est, elles me voulaient pas de mal, au contraire, elles voulaient me protéger. Comme lui, il veut le protéger. Il dit, mais attends, t'es fou, tu vas te faire mal. Mais en fait, toi, tu sais ce qui est bon pour toi. Les autres, ils savent pas. Donc, faut pas les écouter. Faut t'écouter toi. Même les intelligences artificielles, même Jarvis. Exactement. Il faut pas faire confiance à ChatGPT pour ta instinct. stratégie. Et du coup, selon toi, c'est quoi le plus gros hack quand on veut scaler son business? Ah, mais super question. J'adore. Donc, il y en a plusieurs. Le premier, c'est de se focus sur le bénéfice. Parce que tout le monde parle toujours de CA en ligne, le chiffre d'affaires, le truc, le machin. Mais en fait, toi, ce que tu veux, c'est le bénéfice. Ok ? Parce qu'il y a des gens qui font 100 000 euros de CA et en fait, ils ont 100 000 euros de dépenses. Ça n'a aucun sens. C'est pas scaler ça. Scaler, c'est augmenter ton chiffre d'affaires, diminuer ou garder justement les charges ici. Donc, en augmentant le chiffre d'affaires, paf, tu as le bénéfice qui augmente à la place d'avoir les charges qui augmentent avec. Donc, ici, ce qu'il faut, c'est connaître tes chiffres par cœur. Moi, pendant longtemps, j'ai pas connu mes chiffres et en fait, tu peux pas faire de stratégie quand tu connais pas tes chiffres. D'où vient le lead?
Nous, on traque tout maintenant. D'où vient le lead? Combien te coûte le lead? Combien te coûte l'appel? Combien te coûte le client? Combien de clients t'arrives à closer? Comment ça se passe au niveau du bénéfice? Les gens que t'engages, etc. Tu dois connaître par cœur tes chiffres. Donc nous, aujourd'hui, on a des tableaux qui sont hyper bien faits où on voit toutes ces informations parce que typiquement, en voyant ces chiffres, immédiatement, je peux te dire, oulala, attends, là, on a un problème dans la stratégie. Pousse plus les ads, ou au contraire, là, attention, il faut qu'on change d'angle, les gars, parce qu'on voit bien que les ads, elles poussent pas. Et là, je donne l'exemple des ads, mais ça peut être dans tous les domaines, ça peut être les réseaux sociaux, etc. Là, quand tu as ton tableau, tu vois les chiffres, tu es capable immédiatement de dire, attendez, les gars, là, la stratégie, elle fonctionne pas, faut faire quelque chose, ou au contraire, vas-y, là, on a trouvé le product market fit, vas-y, pousse. Donc, premièrement, c'est être focus bénéfice, tracking, connaître ses chiffres, vraiment essentiel. Ensuite, un autre hack qui est hyper important, c'est que tous mes clients sont passés par là, moi la première, je plaide coupable. Quand on scale, donc on atteint à peu près 10 000 euros par mois, et là on se dit, yeah, trop bien, je suis le roi du monde et tout, on commence à scale. Voilà, j'ai réussi, c'est bon les gars, poussez-vous. Et là on commence à scale, donc on commence à complexifier. On va engager plein de gens. On va lancer des ads un peu n'importe comment, puis on connaît pas ces chiffres, justement. On traque pas. Et donc, on fait un peu n'importe quoi. Ok, mais c'est normal. Ok, on passe tous par là. Et à un moment donné, le business, il est devenu tellement complexe qu'on pète un boulon. Et ensuite, on vire tout le monde. Donc moi, ça m'est arrivé, et vraiment toutes les personnes. Et paf, on se retrouve de nouveau solopreneur. Et là, on se rend compte, ah mais en fait finalement elle me sauvait quand même pas mal de temps, la CM, merde, faut que je retrouve quelqu'un d'autre. Puis en fait on refait ce schéma, ça peut durer des années, où en fait on recomplexifie, on resimplifie, on complexifie, etc. etc. Donc le deuxième axe c'est de simplifier ton business. Moi à un moment donné j'avais 20 personnes sous mon équipe, donc c'est moi qui gérais 20 personnes, j'avais la head of sales, j'avais les closers, j'avais les setters, j'avais la CM, j'avais tout ce qu'il fallait. Et un truc que j'ai trouvé incroyable, et c'est pour ça que la théorie, pour moi, faut s'en débarrasser. C'est la pratique qui compte parce que seul, donc bon, avec une petite équipe, disons 5-6, je générais 50 000 euros par mois. Ok ? Ensuite, j'ai engagé toutes ces personnes, la head of sale, qui était quand même censée gérer tout ça, les closers, etc. On générait exactement le même montant tous les mois. Ça a duré des mois quand même. Et donc, je me disais, non mais attends... Mais avec beaucoup plus de dépenses. Avec beaucoup plus de dépenses, moins de bénéfices. Exactement. Je me disais, non, mais attends, moi, seule, je génère 50 000 euros par mois. Et là, avec une équipe de 20 personnes qu'il faut quand même gérer, quoi. Et puis, il y a les parts qui sont grignotées, etc. On génère toujours la même chose. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, paf, hop, tu reviens sur simplifier. Donc, la clé ici, c'est ça. C'est comment je peux simplifier le plus. Est-ce que j'ai vraiment besoin de cette personne-là? Est-ce que j'ai vraiment besoin de cet outil-là? Est-ce que cette dépense-là, elle est vraiment essentielle à faire tourner mon business, nurture mes clients, leur apporter le plus de valeur et aussi l'audience? Oui, non. Et il faut cut des fois dans l'art et se dire, ok, bon, bah voilà, aujourd'hui, toi, c'est plus trop aligné à nos objectifs. Ouais, complètement. Et comme tu dis, vraiment traquer ses chiffres, focus sur le bénéfice. Il y a Théo Lyon de Kudak qui parlait de ça dans une vidéo que je trouvais trop intéressante où il dit, c'est tout à fait possible de planter une boîte rentable. Complètement. Parce que tu signes des clients, tu vois les chiffres sur papier, combien, machin, mais après, tu as des gens qui payent en plusieurs fois ou qui payent sur 30 jours, 60 jours, 90 jours, selon les domaines d'activité. Et si tu te fais payer après, des fois, il y a des gens que ça laisse traîner et tout ça. Et du coup, tu es là genre, ah ouais, je comprends pas, j'ai fait 20 000 euros ce mois, mais j'ai plus d'argent pour payer mes prestataires, tu vois. Et tu es là, c'est que l'argent, il rentre pas. Donc nous, on a eu des moments aussi où il y avait beaucoup d'argent dehors. Et savoir gérer ta trésor, c'est hyper important aussi. Et vraiment traquer ses chiffres, quoi. Même quand tu es au début, tu dis, je ferai ça plus tard, aujourd'hui, j'ai pas besoin, mais c'est comme ça que tu sais vraiment sur quoi appuyer. Moi, j'aime bien voir, comme je disais, j'aime bien les images mentales, donc j'aime bien voir ça comme de la tuyauterie. Tu as des petits repères qui regardent à chaque truc, tu es là, il n'y a pas de fuite, il n'y a pas de fuite, il n'y a pas de fuite, c'est bon, l'argent passe. Mais dès qu'il y a une fuite quelque part, tu dis, le closing se passe pas bien, ou etc., tu peux vite réparer à l'endroit et tu as une vision dessus. Sinon, c'est comme si tu avais ça à l'arrière du mur. D'un coup, ton mur, il est trempe, t'es là, on ne sait pas d'où ça fuite, et on peut rien faire, faut tout péter pour aller voir ce qui se passe dedans. Ouais, et là, en l'occurrence, si on avait continué, c'est pour ça qu'on parlait de décision rapide avant, si j'avais pas pris cette décision rapide, on serait banqueroute, complètement. Parce qu'à un moment donné, ça tient plus. Même si tu fais entre 60 et 70 000 euros par mois. Clairement. Et pour toi, ton scale, il a pris tout son sens quand tu as pris quelle décision dans ton business, vraiment? Quand j'ai décidé de sortir de la hustle mentalité. Donc, ce que je disais tout à l'heure, c'est vraiment le travail acharné. Quand j'ai dû ralentir, quand vraiment je me suis rendu compte, ok, là, t'es en train de t'épuiser et que j'ai vu cette corrélation entre bosser moins et gagner plus, c'est là où, franchement, il y a tout qui a explosé. Vraiment. Parce que tu vois, là, par exemple, j'ai fait x6 mon CA en bossant, mais beaucoup moins. En étant en déplacement, à Dubaï, avec toutes les rencontres qu'on a fait, les podcasts, etc. Enfin, en bossant beaucoup moins, j'ai fait x6 mon CA en 30 jours. Donc, c'est vraiment ça. C'est comprendre que travailler comme un acharné, c'est pas la clé. Ok, je sais qu'on nous l'a fait croire.
Je sais qu'on nous a fait croire, bosse bien à l'école et puis tu seras président ou avocat ou je sais pas quoi. Mais en fait, peut-être dans cette direction-là, mais en tout cas pour moi, dans l'entrepreneuriat, c'est pas parce que tu bosses comme un fou que tu as des résultats. D'ailleurs, je me souviens très bien, en première année de droit, j'avais un pote qui passait nuit et jour à la bibliothèque. Genre vraiment, il était là du début, l'ouverture, super tôt, jusqu'à la nuit tombée, et il a pas réussi. Vraiment, il a galéré, il avait vraiment des mauvaises notes. Pourtant, il était vraiment... j'ai jamais vu quelqu'un d'aussi à fond, quoi. Je me disais, mais toi, tu vas cartonner et tout, contrairement à moi qui était un peu plus à l'arrache. Et donc, non, il a raté aussi. Donc, c'est exactement la même chose ici. Travailler moins, mais mieux, mettre ton énergie au bon endroit qui te ramène immédiatement un résultat. Donc, par exemple, se poser la question, moi, je fais toujours une liste comme ça avec mes clients, je leur dis, voilà, quand on veut s'organiser. Donc là, par exemple, c'est quoi les tâches que tu fais aujourd'hui? Ok, donc ils font toutes leurs tâches. Ok, très bien. Est-ce qu'il y a des tâches qui peuvent être déléguées ou est-ce qu'elles sont essentielles à toi? Est-ce que si d'un coup ça, c'est quelqu'un d'autre qui le fait, est-ce que c'est ok ou est-ce que ton business s'effondre? Généralement, le business ne s'effondre pas. Ok, parce qu'en tant que CEO, tu as peut-être une zone de génie, peut-être deux. Tu vois, moi, par exemple, c'est accompagner mes clients et faire plein de cash. Donc, plein de cash pour mon business, mais aussi pour le leur. Et donc, ça, c'est ma zone de génie. Mais donc, créer mes carousels, templates sur Canva, sur les stories, les machins, c'est pas ma plus-value, tu vois. Donc, on fait le tri. OK. Deuxième colonne, qu'est-ce qu'on peut déléguer? OK. Est-ce que tu as déjà quelqu'un pour ça? Est-ce qu'il faut trouver quelqu'un? OK. Et ensuite, quelles sont les tâches qui ramènent de l'argent à ta société, petit 1, et petit 2, qui te donnent de l'énergie? C'est important. Si tu te perds en tant que CEO dans l'opérationnel, ça va te voler ton énergie, la compta, les trucs, on sait à quel point ça te vole ton énergie. Et toi, en tant que CEO, tu as un cap, un seul, c'est de maintenir ton bateau vraiment en mode scale, ne pas t'épuiser, être heureux. Si tu es heureux, tes employés vont l'être et tes clients ils vont l'être aussi et ton business va être florissant et ça va rajouter du fun dans ton business, ça va tout changer. Ouais, dans ton business, tu parles dans ton podcast surtout de ce concept de business et Dolce Vita. Il y a des gens qui vont t'écouter, qui vont dire, bon, en fait, faut pas trop que je bosse, c'est comme ça que je vais gagner plein d'argent. Mais il y a un peu deux genres de personnes dans la vie. Tu vois, il y a Warren Buffett, je crois, qui disait, si tu es quelqu'un qui t'inquiète tout le temps, ce serait peut-être bien que tu t'inquiètes un peu moins. Et si tu es quelqu'un qui t'inquiète jamais, ce serait peut-être bien que tu t'inquiètes un peu plus. Il y a des gens, clairement, on les connaît, on les voit, faudrait bosser un peu plus. Ouais, on les voit. Et il y a des gens qui sont plutôt comme toi, qui sont vraiment des gros bosseurs, qui, au contraire, devraient apprendre justement à se détendre un petit peu et pas être dans ce rythme d'abattre des tâches sans arrêt, de se dire plutôt travailler smart, avoir ces moments business et Dolce Vita. Donc des moments intenses d'effort et de business et des moments de recovery et de récupération. Ouais, c'est ça, c'est intense et c'est business et récupération. Comme les athlètes de haut niveau. Exactement. Tu vois, ils sont sur le terrain, puis après, ils vont au sauna, ils se détendent, ils se font masser, ils sortent entre potes, etc. C'est hyper important. On scale et on Dolce Vita, on crée cet équilibre entre les deux, sinon on pète un boulon. Ouais. Et c'est quoi là, pour toi la décision la plus inconfortable que tu as dû prendre et qui a tout changé pour toi? Franchement, c'est de virer les gens. Je le dis hyper sec, mais en fait, c'est vraiment au départ, et je me souviens très bien, toi et moi, on est les mêmes là-dessus. Quand t'engages quelqu'un qui n'est pas la bonne personne parce qu'elle comprend pas ta vibe, elle comprend pas la mission qu'elle a, elle est pas compétente, enfin, qu'importe. Licencier quelqu'un, donc lui dire, voilà, bon, c'est des freelances après, hein, mais même, lui dire, voilà, écoute, ça va pas jouer. Pour toi et moi, on se souvient très bien, c'était hyper dur. Genre vraiment, j'avais l'impression que j'allais la blesser, j'avais l'impression, enfin, il y a 6 ans, quand on a lancé la société, c'était terrible. Pourtant, virer les personnes qui n'étaient pas à leur place, donc elles n'étaient pas épanouies et nous, dans la société, elles nous apportaient pas grand-chose, ça a été les meilleures décisions. Pourquoi? Parce que la dernière fois, je discutais justement avec Caroline Mignot de ça, et elle me disait, ouais, moi aussi, c'est dur de dire au revoir aux gens, parce que ça fait un moment qu'elle bosse ici, par exemple, etc. Puis je lui ai dit, ouais, mais moi, ce qui m'a aidé, et j'espère vraiment que ça pourra aider toutes les personnes qui nous écoutent, c'est que oui, c'est dur de licencier quelqu'un, mais c'est encore plus dur de garder quelqu'un qui n'est pas à sa place. Donc un peu, j'appelle ça la pomme pourrie, c'est un peu dur, mais c'est le cas, elle n'est pas au bon endroit. Et cette personne-là, elle va heurter les résultats que tu as avec tes clients ou les résultats avec ton audience. Parce qu'aujourd'hui, ton audience, tes abonnés, c'est pour ça qu'on crée du contenu. C'est pour leur apporter de la valeur, c'est être là pour eux, c'est pour les aider à grandir, les inspirer, les motiver, les aider à passer à l'action. Enfin, en tout cas, moi, j'espère que je fais ça avec mon audience. Et donc, si quelqu'un que toi, en tant que CEO, tu n'oses pas licencier, mais par contre, ça empiète sur tes clients ou ton audience, pour moi, ça va pas. Pour moi, c'est vraiment... Et en fait, j'ai compris que malgré la difficulté de l'exercice, je devais absolument protéger mon business, mes clients et mon audience. Moi, c'est vraiment ce qui m'aide aujourd'hui. J'aime bien ce que tu as dit aussi sur le côté qui ne sont pas à leur place. Tu vois. Ouais. Moi, j'aime bien voir ça comme si c'était une relation. Et avec des personnes, il y a des trucs qui se passent bien, mais des fois, tu es là, ça ne matche pas. Ça ne peut pas aller plus loin. Exactement. Donc, il y a un moment de faire durer le truc. Tu prives la personne
doit peut-être rencontrer quelqu'un d'autre qui sera Complètement. plus adapté. Donc, peut-être quelqu'un est dans une position qui lui convient pas parce qu'il a vu la lumière et s'est dit, tiens, j'aimerais faire ça, ou il est dans un boulot, il fait un peu le job qu'on dit, mais il n'est pas vraiment passionné, il n'a pas vraiment envie de grandir là-dedans et contribuer justement à l'équipe parce qu'au fond, il a envie de faire autre chose, tu vois. Ouais. Et peut-être que de couper court, c'est l'électrochoc pour se dire, OK, peut-être qu'il faut que je trouve une autre boîte ou une profession qui sera plus adaptée à ce que je veux faire. Ouais, mais complètement. Et puis c'est une opportunité pour cette personne. Et c'est vrai que quand tu es CEO, et trouver quelqu'un qui vraiment comprend ta vibe, comprend que toi tu vises l'excellence. Enfin, chez moi, c'est l'excellence. Si t'es pas excellent, je suis désolée, mais je peux pas te garder en fait. Il y a l'excellence dans la manière dont je manage mon équipe. Il y a l'excellence dans mes contenus. Il y a l'excellence dans mes clients, etc., etc. Tu vois, donc toi, tu peux pas arriver les bras ballants en mode ouais les gars, j'ai rien foutu. Non, en fait, ça matche pas. Donc trouver quelqu'un qui a les mêmes valeurs, qui comprend ta mission, qui comprend ta vision et qui comprend que cette personne-là, c'est le porte-parole de ta vision, hyper dur à trouver. Vraiment, moi, je trouve que faut pas faire des généralités parce que aujourd'hui, j'ai une équipe qui est incroyable, vraiment. D'ailleurs, j'en fais un gros bisou, je pense fort à eux. C'était très long de les trouver, mais maintenant, je les ai trouvés. Quand tu trouves quelqu'un qui comprend, en fait, ça match immédiatement, tu vois, avec ta vision, tout ça. Et il y a beaucoup de gens, je trouve, qui sont freelance et qui se rendent pas compte de l'image que tu vois, par exemple, mes clients. Si, par exemple, ça se passe mal avec la success coach ou autre, ou même ma community manager, tu vois, si elle poste des trucs nuls, mon audience, elle va se dire, ah tiens, Amandine, c'est pas ouf, en fait, ce qu'elle fait. Elle est en train de détruire ton image, elle est en train de détruire ta réputation, que toi, ça fait des années que tu es en train de bosser dessus, et que toi, tu bosses comme, tu vois, une ouf pour viser l'excellence toujours et tout. Et ils se rendent pas compte, en fait, de l'importance de leurs gestes, de ce qu'ils font, de ce qu'ils font pas, et à quel point ça peut vraiment détruire un business, une image, et le sérieux, en fait, vraiment. Il y avait une question aussi qu'on a posée, c'était un peu le Bali versus Dubaï aujourd'hui. Entre Bali et Dubaï, qu'est-ce qui a le plus boosté ton business, ton mindset et pourquoi? On adore. Alors du coup, les deux ont eu un impact de fou sur mon business, c'est-à-dire que j'ai lancé, construit, créé mes tout premiers coachings à Bali. Donc Bali m'a permis de lancer, vraiment de commencer, on va dire. Et ensuite, on a grandi de ouf. Comme je disais avant, on était à plus de entre 50 70 000 euros par mois. Donc ça a été la phase 1. Dubaï, comme je disais, je fais x6 mon CA en 30 jours. Et surtout, ça m'a permis de connecter avec des personnes incroyables qui aujourd'hui sont devenues des amis. Par exemple, Oussama, si tu es là, je t'embrasse, Caroline Mignot aussi. Où d'un coup, on se dit, ok, ces pépites-là, je les rencontre, c'est ma tribe, elles font partie maintenant de mon écosystème. Tu vois, typiquement après, je vais aller à Paris, je vais aller voir Caroline, etc. Donc, ça m'a vraiment permis de lancer, scaler, stabiliser. Et ensuite, Dubaï m'a permis de tout exploser, vraiment. Et en fait, il y a une autre énergie. Bali, c'est plus un peu à la cool, où on est plus en train de... Il y a une vibe très... Tu vois, en mode un peu détente, un peu chill. D'ailleurs, j'ai beaucoup de personnes que je connais qui m'ont dit « Mais moi, il faut que je me casse de là. J'arrive pas à bosser, c'est terrible, il faut que je retourne à Paris ou je sais pas quoi. » Ouais, moi, j'ai pas de mal à bosser dans un environnement comme ça. Au contraire, j'aime ça pour Dolce Vita. Mais pour moi, Dubaï, c'est scale. Et Bali, c'est Dolce Vita. C'est-à-dire que les moments où t'as besoin de scale et t'as besoin, ok, là, il faut que je me bouge, viens à Dubaï, ou ça peut être Bangkok, ça peut être, enfin, tu vois, une grande ville, New York. Et après, quand j'ai besoin de me détendre, et vraiment, c'est Bali. Et ce que j'aime bien voir, c'est le côté, ok, là, je suis en train de semer, donc à Dubaï, tu sèmes, et après, à Bali, par exemple, eh bien, tu récoltes. Trop bien. Et pour terminer, si tu devais donner 3 conseils à la toi de 20 ans, quels seraient ces conseils? Things gonna be alright, things gonna be just fine. Premier conseil, je dirais ça. Je dirais vraiment, t'inquiète, tranquille, ça va bien se passer, et confiance en toi, et confiance en la vie. Sois patiente aussi, parce que il y a 20 ans, j'avais 16 ans. Donc du coup, c'est vrai que j'étais en pleine crise d'adolescence, j'avais envie que tout aille plus vite, j'avais envie de quitter mes parents, j'avais envie de vivre ma vie, d'être libre, etc. Et tu vois, ce qui est intéressant, c'est que dans mes rêves les plus fous, j'aurais jamais pourtant je suis quand même exigeante, j'aurais jamais pu imaginer que je vivrais cette vie-là. C'est-à-dire que là, on est à Dubaï, jeudi, on prend nos petites affaires sous le bras, on retourne à Bali, puis ensuite en septembre, on retourne en Suisse, puis on va à Paris, puis on rencontre des gens. Enfin, vraiment, moi, tu m'aurais dit ça, j'aurais dit, tu te fous de ma gueule. J'aurais dit, c'est impossible. Parce qu'à notre époque, pour voyager, il fallait soit être fille au père, no way, soit travailler dans un bar en Australie. Tu vois, il y avait quoi d'autre ou sinon, tu partais en Thaïlande, mais t'étais un peu un déjanté, quoi. Parce que là, aujourd'hui, non, il y a tous les entrepreneurs qui sont là, tu rencontres des gens méga intéressants. À Bali, typiquement, j'ai rencontré des gens avec une histoire. Enfin, ici aussi, j'adore, tu vois. Des gens qui ont vraiment des choses à raconter, on adore. Des vrais projets, etc.
Donc ça a été la première chose. Patience, confiance en toi, confiance en la vie. La deuxième chose, c'est entoure-toi des bonnes personnes. Parce que moi, je dis toujours, ma vie, elle a vraiment commencé quand je t'ai rencontré toi. Donc c'était il y a 10 ans où j'ai fait ma première année de droit, je me sens très bien. Et là, avant, tu sais, quand tu rencontres des gens qui sont pas très alignés, ou que ce soit des copines aussi qui te font des coups dans le dos, ou les gens, des fois, ils se comportent pas exactement comme toi tu voudrais. En fait, ça te prend beaucoup d'énergie. Et tandis que quand je me suis mis avec toi, d'un coup, j'ai pu me construire mon futur. J'ai réussi ma première année, ma deuxième, mon bachelor, mon master. J'ai même fait des diplômes à côté. Enfin, j'ai eu la mention. Enfin, il y a quand même des choses que j'ai pu construire parce que j'avais une vie stable, saine, et que j'étais plus toutes les 2 secondes en train de checker mon téléphone. Est-ce qu'il me trompe? Est-ce qu'il écrit à d'autres nanas? Etc., etc. Tu vois? Donc, c'est vraiment ça. C'est s'entourer des bonnes personnes. Et la troisième La troisième chose, c'est investir dans le Bitcoin. J'aurais vraiment voulu me dire ça à l'époque parce que tu vois, j'aurais été prête en mode investi dans le Bitcoin. Non, mais en gros, aie confiance en toi. Aie confiance en ton instinct. Tu sens bien les choses, tu sens bien les gens aussi. J'ai vraiment ce don pour le body language. Je vois les gens. Est-ce que lui va me la faire à l'envers? Ou j'arrive pas mal à voir dans le langage non verbal. Et donc, j'ai toujours eu un très bon instinct, mais je me suis jamais écoutée. Ouais. Et tu vois, aujourd'hui, à 36 ans, je me dis, OK, it's time. It's time to t'écouter, de voir un petit peu, OK, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Ah, tiens, là, je le sens. C'est pour ça que je te disais, passe à l'action. Et c'est dans l'action, t'as pas toutes les réponses. Si t'avais toutes les réponses, tu prendrais les meilleures décisions possibles. Donc, passage à l'action, s'écouter, soi, pas les autres, et tu verras, ta vie, elle va se transformer. Trop bien. Bon, merci beaucoup Amandine pour avoir répondu à toutes ces questions. Si vous avez encore des questions, vous pouvez les mettre en commentaire. Sinon, on fera sûrement bientôt un nouvel épisode aussi. On répondra à vos questions. Donc, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et je vous dis à tout bientôt. Carrément. Merci pour vos questions.